Eh bien, bonjour chers amis, voilà, je vais vous présenter aujourd'hui le corrigé du rattrapage 2020 option PC. Et dans cette première partie, je vais traiter la partie physique en entier. Donc dans ce sujet, sur la partie physique, vous avez quatre exercices. Un exercice sur les ultrasons, sur 2,75, un exercice sur la désintégration de l'uranium, un exercice sur charge et décharge d'un condensateur et la réception d'une onde électromagnétique, et un exercice sur l'étude d'un mouvement d'un solide sur un plan horizontal. Allons-y donc pour la partie ultrason. On vous dit l'échographie est une technique d'imagerie médicale. Cet exercice se propose de déterminer l'épaisseur d'un fœtus, des deux, d'une femme enceinte grâce à l'échographie. Une sonde d'un appareil d'échographie posé sur le ventre. Voilà la sonde. Donc c'est celle-là. C'est celle-là la sonde. On voit à la date t égale à 0 des ultrasons vers le fœtus. L'onde ultrason se propage dans le corps de la femme enceinte avec une célérité V. Puis c'est réfléchi chaque fois qu'il change de milieu de propagation. Les signaux réfléchis sont détectés par la sonde. On vous donne la vitesse de propagation des ultrasons dans le corps humain. Première question, choisir parmi les propositions suivantes quelle est l'affirmation juste. Il y a une seule parmi ces trois-là. Une onde ultrasonore peut se propager dans un milieu matériel, c'est vrai. Dans le vide, non, c'est faux. Dans un milieu matériel et dans le vide, bien sûr, c'est faux. Donc la seule bonne proposition, c'est la réponse A. Deuxième question, dans un milieu non dispersif, la célérité de l'onde dépend de sa fréquence. C'est faux parce que le milieu est non dispersif. La célérité de l'onde ne dépend pas de sa fréquence. Donc voilà la bonne réponse. Et la longueur d'onde d'une onde dépend de sa fréquence. Donc la seule affirmation, puisqu'on parle de la vitesse, la célérité de l'onde ne dépend pas de la fréquence. Bien sûr, la célérité elle est constante. Donc la bonne proposition, c'est la réponse B. Ensuite, l'oscillogramme de la figure 2, c'est-à-dire celui-là, représente les deux signaux réfléchis captés par la sonde. On note T1 et T2 les dates auxquelles la sonde reçoit respectivement le premier et le second signal. Expliquez pourquoi T2 est supérieur à T1. Exprimer D1 et déterminer D2. Donc je reviens sur le schéma. Donc on voit la sonde. Il va émettre une onde, il va se propager. Chaque fois qu'il va rencontrer un obstacle, le fœtus, il va être réfléchi. Donc voilà le premier signal qui est dû à la réflexion sur cette interface. Et voilà le deuxième signal qui est dû à la réflexion sur l'autre surface. D'accord? Donc là, vous avez l'émetteur et le récepteur, ils sont en même position. Donc une onde va démarrer ici, il va se réfléchir sur la première et une autre. Il va continuer son chemin jusqu'à la deuxième interface, il va être réfléchi. Bien, pour exprimer D1 donc c'est cette distance-là, c'est juste la distance, donc je vais effacer pour avoir un peu de clair. Voilà, D1 c'est la distance entre l'émetteur et les récepteurs et le premier signal réfléchi, donc ça correspond à la réflexion, à ce signal-là. Donc quelle est la distance parcourue pendant cet instant T1? L'onde, bien sûr, elle est émise, puis réfléchie. Faites attention, donc la distance parcourue c'est 2 fois D1. Donc vous avez la vitesse 2 fois D1 sur T1. Donc je peux déterminer tout de suite D1 est égal à la vitesse fois T1 sur 2. Vous connaissez T1, vous connaissez la vitesse pour déterminer D1. Maintenant, pour déterminer D2, donc T1, ça correspond à le temps qu'a mis l'onde pour parcourir 2 fois D1 et T2 pour parcourir D1, 2 fois D1 plus 2 fois D2. Donc cet intervalle-là, le delta T, la différence entre les deux, c'est le temps qu'a mis l'onde pour parcourir 2 fois la distance D2. Donc delta T, c'est 2 fois D2 sur V. Donc voilà, D2 est égal à V fois delta T sur 2. Oui, je crois la première question vous explique, on nous demande pourquoi T2 est supérieur à T1. Bien sûr, parce que T2 correspond à la vitesse, ou bien au temps qu'a mis l'onde pour parcourir 2 fois D1 plus 2 fois D2. Donc la distance est plus grande, donc le temps, bien sûr, va être
plus grand. Donc voilà, donc ce delta T correspond à le temps qu'a mis l'onde pour parcourir 2 fois D1. D'accord? Et donc, vous avez D2 est égal à V fois delta T sur 2. Delta T, c'est 180 moins 100, ça veut dire 80 microsecondes. Voilà, faites application numérique, ça vous donne un fœtus de l'ordre de 6 cm. Bien, déterminer l'épaisseur des deux, c'est fait. Maintenant, on va passer au nucléaire. On vous dit le thorium 90-232 se trouve dans les roches marines, résulte de la désintégration spontanée de l'uranium. C'est pourquoi le thorium et l'uranium se trouvent dans toutes les roches marines en proportions différentes selon leur date de formation. Voilà les données, la masse de l'uranium, sa constante lambda, la masse du proton, du neutron, l'équivalent l'unité de masse atomique en MeV c'est carré. Première question, déterminer la composition de l'uranium. Bien sûr, l'uranium, il possède 92 protons et 234 moins 92, 142 neutrons. Deuxième question, quelle est l'énergie de liaison de l'uranium? Par définition, c'est la masse du proton. Donc, c'est la valeur absolue de cette énergie-là. Donc, c'est la masse du proton, Z fois la masse du proton, plus N fois la masse du neutron, moins la masse de l'uranium, fois 931,5. L'unité, c'est mégaélectronvolts. Ça vaut dans 1731,22 mégaélectronvolts. Troisième question, on vous dit l'uranium. Donc l'uranium se désintègre en thorium plus une particule. Donc on va faire conservation de Z. Donc ici, la particule doit avoir Z égale à 2. 234 moins 30, c'est 4. Quelle est la particule qui a Z égale à 2 et N égale à 4? C'est la particule alpha. Donc la particule émise, c'est une particule alpha. Bien, on dispose d'un échantillon cette fois-ci d'une roche marine qui contient à l'instant de sa formation, c'est-à-dire à T égale à 0, N0 noyau de l'uranium. On suppose que cet échantillon ne contient pas du thorium à la date T égale à 0. On se propose de déterminer ce rapport de cet échantillon à l'instant T. Là, le thorium étant le nombre NTH, c'est le nombre de noyaux de thorium formés à l'instant T. N uranium, c'est le nombre d'uranium restant à cet instant. En se basant sur la loi de décroissance radioactive, trouvez le nombre de thorium en fonction de N0 et de T et la constante lambda. Ensuite, montrez que R est égal à exponentielle lambda moins 1 et calculer R à l'instant T1. Bon, donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est la suivante, c'est la chose suivante. Ce qu'il faut comprendre, que la roche à T égale à 0 ne contient que l'uranium, et après l'instant T, une partie se désintègre pour donner le thorium, donc le thorium, cette partie-là, le reste, c'est le nombre de noyaux d'uranium qui reste à l'instant T. Donc vous avez conservation de la matière, le nombre de noyaux initial, soit il est désintégré et ça vous donne le nombre de thorium qui seront formés, soit le nombre de noyaux qui restent. Donc une partie qui reste et l'autre, elle s'est transformée en thorium. Donc j'ai la relation de base de cet exercice, c'est la suivante. Donc vous avez N0 est égal à N uranium plus N thorium. Or le nombre de noyaux d'uranium qui reste à l'instant T, d'après la loi de décroissance, c'est N0 exponentielle moins lambda T. Donc le nombre de noyaux de thorium, c'est en fait le nombre de noyaux d'uranium désintégrés. Donc c'est N0 facteur de 1 moins exponentielle lambda T. On va montrer que R est égal à exponentielle lambda T moins 1. Toujours la relation de base, c'est cette relation-là. On va diviser par N uranium partout. Donc par N uranium, voilà. Donc vous allez avoir N0 sur N uranium est égal à N uranium sur N uranium, c'est 1, plus N thorium sur N uranium, qui est le fameux R. Or, N, le nombre de noyaux qui reste à l'instant T de l'uranium, par définition, c'est N0 exponentielle moins lambda T. Donc N de U sur N0, c'est exponentielle moins lambda T. Ça veut dire l'inverse, N0 sur le nombre de noyaux de l'uranium qui reste à l'instant T, c'est exponentielle, cette fois-ci, plus lambda T. Donc, on trouve tout de suite que 1 plus R ici, 1 plus R est égal à exponentielle lambda T. Voilà, donc 1 plus R est égal à exponentielle lambda T, c'est-à-dire R égale à exponentielle lambda T moins 1. Calculer sa valeur, bon là c'est juste une application numérique.
vous faites une application numérique. Donc R est égal à exponentielle lambda t moins 1. Vous remplacez lambda par 2,823 10 moins 6, t par 2 10 puissance 5, et ça vous donne à peu près 0,76. On passe maintenant à l'électricité. Vous avez un condensateur et une résistance variable, une bobine d'inductance L et de résistance R. Au départ, on va charger le condensateur avec une source de courant qui délivre un courant constant. Je rappelle, source de courant, il est défini par un courant constant et vous avez la relation I0 est égal à Q sur C. Voilà ce qu'il faut savoir. La première question, montrer que UC égale à I0 sur C fois T. Bon, je vais essayer de copier le schéma et on va travailler sur cette partie-là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous demande de montrer? Première question. On a dit ça, c'est un générateur de courant. Donc, I0 est égal à une constante qui est égale à Q sur T. Or, I de C, c'est égal à quoi? C'est égal à Q sur C. Donc, je remplace Q par sa valeur. Donc, il est égal à I0 fois sur C fois T. Donc, voilà la première relation. Donc, I de C est égal à I0 sur C fois T. C'est bien la relation qu'on nous demande de montrer. En exploitant la courbe 2, vérifiez que C est égal à 50 microfarads. Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cette courbe? C'est la pente, toujours. Donc, la pente, je prends par exemple ce point-là et ce point-là. Donc, la pente, c'est cette distance sur celle-là. Cette distance, il est en volts, donc 2 volts divisé par quoi? Divisé par 1. Donc la pente, c'est égal à 2. Donc la pente de la courbe I de C, c'est 2. Or, par définition, I de C en fonction du temps, la pente, c'est I0 sur C. Donc c'est égal à I0 sur C, ce qui implique que C est égal à I0 sur 2. À quoi est égal I0? I0, c'est combien? I0, c'est... Bon, je vais effacer celui-là. I0, c'est 0,1 mA. Donc 0,1 mA, 0,1, 10 moins 3, 10 à la puissance moins 3, divisé par 2. Donc 0,1, c'est 10 moins 1. Donc c'est 1 demi, ça va dans 0,5, 10 moins 4, autrement dit 5, 10 moins 5. Donc voilà, C est égal à 5, 10 moins 5, ou bien on peut dire 50 microfarads. Est-ce que c'est ce qu'on nous demande de montrer? Effectivement, c'est 50 microfarads. Très bien. Question suivante. Maintenant, on va décharger le condensateur. Quand la tension I de C prend la valeur I0, on bascule l'interrupteur en position 2. Un instant choisi comme nouvelle date du temps, le système d'acquisition permet d'enregistrer l'évolution de la tension I de C au bord du condensateur pour une valeur de R1, la résistance R. On fait la même expérience et on ajuste la valeur de R sur une valeur de R2. Pour les deux expériences, on obtient C1 et C2. Recopier et compléter le tableau suivant. R1 égale à 0, quelle est la courbe obtenue? Donc R1, on vous dit d'enregistrer I de C au bord du condensateur pour une valeur de R1. Bien sûr, si R1 égale à 0, donc là, on revient ici, si R1 égale à 0, vous allez avoir uniquement un circuit RLC, d'accord? Donc si R1 égale à 0, vous avez un circuit RLC, donc ce qu'on appelle la courbe, on va dire la courbe 1. Et la courbe 2, donc ça c'est ce qu'on appelle le régime courbe 1, régime pseudo-périodique, donc pseudo-périodique, et si on commence à augmenter la valeur de R, à un certain moment, vous avez disparition des oscillations. Donc ça c'est la courbe 2, et c'est ce qu'on appelle le régime critique. Donc au régime apériodique. Donc là, il n'y a plus d'oscillation. Donc en faisant varier R, donc voilà le principe, vous avez R ici, en faisant augmenter R jusqu'à ce que les oscillations disparaissent. Et on obtient ce régime-là. C'est ce qu'on appelle le régime critique. Et ça, c'est le régime pseudo-périodique. Bien. Pour R1 égale à 0, montrer que l'équation différentielle vérifiée par I de C s'écrit sous la forme. Bon, ça, c'est tout le monde sait comment on peut déterminer cette équation-là.
Mais on peut le montrer rapidement. Donc là, vous avez, je vais recopier le schéma. Donc c'est celui-là. C'est ce schéma-là. Et bon, on va prendre celui-là. Bon, allons-y. Alors, désolé. Bon, ça va venir. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. CTRL-C. Et on va le copier ici. Non. On va travailler ici. Une nouvelle page. Et on va le recopier ici. Voilà, il est là. Donc là, on va mettre l'interrupteur en position 2 et vous avez R égale à 0. Donc vous avez bien sûr I de C plus I de L égale à 0. Qu'est-ce qu'on nous demande? L'équation différentielle vérifiée par I de C. Donc I de L, c'est R fois I plus L D de I sur D de T plus I de C égale à 0. Or, vous savez, I est égal à C D de UC sur D de T. Donc, D de I sur D de T est égal à C T carré de U de C sur DT carré. Il suffit de remplacer ici. RI, c'est R fois C D de UC sur D de T, plus L fois C D carré de U de C sur DT carré, plus U de C égale à 0. Pour l'écrire sous la forme comme on nous demande, on va tout diviser par LC et je commence par le terme t carré de U de C sur dt carré plus, on va simplifier par C, donc R sur L d de UC sur d de T plus 1 sur LC fois UC égale à 0. Donc voilà l'équation qu'on me demande de démontrer. Très bien. Question suivante, sachant que la pseudo-période est égale à la période propre, montrer que L est égale à 0,2. Donc on revient ici à au cas où R égale à 0, c'est ce schéma-là. On va déterminer la période. Donc la période, c'est la distance entre le temps entre là et là, ça correspond à 20 millisecondes. Voilà. On va dire, on a T est égal à T0 qui est égal à 2pi racine carrée de LC, 2pi racine carrée de LC, qui est égal à combien? Est égal à 2 millisecondes, 20 millisecondes, c'est-à-dire 2 10 moins 2. Donc 2 10 moins 2 secondes. C'est bien ça, 20 millisecondes. Je vais vérifier. Oui, 20 millisecondes. C'est 2 10 moins 2 secondes. Donc on va élever le tout au carré. Donc 4 pi carré. L fois C est égal à 4 10 moins 4. Qu'est-ce que je cherche? C'est L ou bien C. On nous demande de quoi? De montrer L. L, donc L est égal à 4 10 moins 4 sur 4 pi carré, c'est égal à 10 fois C, c'est 50 microfarad, 50 10 moins 6. Donc on va faire des simplifications. Donc on va donc 4, donc faites un peu le calcul, ça va vous donner, on va simplifier avec 4, on va simplifier avec 10. 10 fois 10, 100 fois 10 moins 2, ça va 10 moins 4. Donc celui-là, avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là, ça va. Il va me rester un cinquième. Et un cinquième, c'est bien 0,2 Henri. Bon, très bien. Voilà, 0,2 Henri. Étude énergétique maintenant, soit R1, pour R1 égale à 0 toujours, un système d'acquisition informatisé permet d'obtenir les courbes C3 et C4. Ces derniers présentent l'évolution de l'énergie électrique et l'énergie magnétique dans la bobine. Question. Recopier puis compléter le tableau suivant où E1, E total est l'énergie totale du circuit à déterminer en exploitant les figures. Donc, on va revenir à T égale à 0 maintenant, l'énergie totale. Donc, vous voyez ici à T égale à 0, l'énergie magnétique est égale à 0, donc l'énergie total est purement magnétique. Donc vous avez ici 0,2, ça veut dire ici 0,4, 0,04, 0,08, 0,012, 0,06, 0,020. Donc chaque petite gradation, ça me fait 0,04. Donc ici 0,6, ça fait 0,64. Donc ici, ça va me faire 0,64 microjoules.
t est égal à 300 millisecondes. On revient sur la courbe où se trouve 13 millisecondes. Donc 10, 11, 12, 13, c'est celui-là. Donc voilà, 10, 11, 12, 13. 13, c'est ici. Donc voilà l'énergie électrique. Donc vous voyez bien que c'est 0,02, 0,04, 0,08, 0,012. Donc l'énergie à t est égale à... Bien, donc on a dit pour 13 millisecondes, donc 10, 11, 12, 13, 3 c'est ici, donc j'ai 0,04, 0,08, 0,012. Et pour l'énergie magnétique, 10, 11, 12, 13, ça fait combien à peu près? 13, on va dire celui-là, 0,2. 0,2. Donc c'est juste 0,2. Et ça me fait combien? 0,32. C'est ça? Bon, sauf erreur. 32, 2 ici. Non, 0,22. Pourquoi 32? Donc 0, oui. Donc est égal. Bon, je fais ça en direct avec vous. Donc 0,2. Donc ça fait 0,232. Effectivement, 0,32 millijoules. Donc on va remplir le tableau. 0,32 millijoules. 32. Et pour 20 ici, vous voyez 20 c'est purement électrique, il n'y a pas de magnétique, donc l'énergie électrique c'est combien ici? C'est 0,24. Voilà, pour 20 ça me fait 0,24 millijoules. Très bien. Donc préciser la cause de la variation de l'énergie au cours du temps, bien sûr, c'est la perte d'énergie. La perte d'énergie par effet joule dans la résistance. Dans la résistance petit r de la bobine, car la bobine n'est pas idéale. Détermine l'instant T1 circulant, détermine l'intensité du courant circulant dans le circuit à l'instant T égale à 13 millisecondes. Bon, donc là, 13 millisecondes, on va essayer de déterminer le courant. Donc, qu'est-ce qu'on sait l'expression de l'énergie magnétique? Donc, on sait que l'énergie magnétique est égale à 1 demi Li carré. Voilà. Donc, on connaît l'énergie magnétique à l'instant T1. On peut déterminer I, bien sûr. Donc, vous avez I au carré est égal à 2 fois l'énergie magnétique à l'instant T1 divisé par L. Donc, I est égal à racine carrée de 2 fois l'énergie magnétique à l'instant T1 divisé par L. Vous connaissez, donc I est égal, donc là on connaît l'énergie magnétique, c'est 0,32. On connaît L est égal, je crois, on a changé L entre temps, voilà, L c'est 100 millihenry, donc I est égal à racine carrée de 2 fois 100 millihenry, c'est 0,1 henry. Et l'énergie magnétique, c'est 0,32 millijoules. Donc, fois 0,32 10 moins 3. Et l'unité, bien sûr, c'est en ampères. Bien. Ensuite, la dernière partie, là, il est très simple. La réception d'une onde électromagnétique. Pour capter une onde émise par une station radio, on utilise le montage simplifié suivant. Ce montage est constitué de 3 parties, donc à vous de savoir parfaitement le rôle de chaque partie d'une bobine. Oh non, donc là, ça c'est pour l'application 100 millihenry, c'est pour la troisième partie. Donc là, on va utiliser le 0,02 qu'on a déjà montré, L égale à 0,2. Bon, ça c'est, je vous laisse le soin de faire ces petits calculs. Quel est le rôle de la partie 1? Donc là, cette partie, ça permet la réception de l'onde, c'est-à-dire de l'onde. Donc on change la valeur de la fréquence, on choisit la fréquence qu'il faut capter, déterminer la valeur de C0 qui permet de capter une onde de fréquence 180 kHz. Donc là, il suffit de... C'est une question permanente de cours. Donc, la résonance, ou bien pour capter une onde, ici, il faut que la fréquence de l'onde soit égale à la fréquence de résonance d'un circuit LC.
en parallèle. Or, la fréquence de résonance d'un circuit LC en parallèle, c'est 1 sur 2 pi racine carrée de LC. Donc voilà, qu'est-ce qu'on nous demande de déterminer déjà? La valeur de C0, on connaît la valeur de L, donc vous faites juste F0 au carré est égal à 1 sur 4 pi carré fois L fois C. Donc C est égal à 1 sur 4 pi carré fois F0 au carré. Voilà, vous avez tout pour calculer C. Je fais un petit calcul, sauf erreur, ça va vous donner 3, 10 moins 11 farad ou bien 30 picofarad. Donc voilà. Pour la partie physique, je pense que j'ai tout traité. S'il y a des petites erreurs de calcul, vous les faites parce que je les fais en temps réel avec vous. Donc là, 13, c'est bien. Donc là, ce qu'il faut faire attention dans ce type de cours, c'est de bien savoir une petite gradation, ça correspond à combien. Donc vous avez 5 gradations correspondant à 0,2. Donc une gradation correspond à 0,2 sur 5 et ça vous donne 0,04. Voilà, donc 13 millisecondes, 10, 11, 12, 13. Bon, là, on peut prendre ici, c'est 0,02, 4, 0,08, 0,012. Voilà, pour cette partie-là, qui, bon, n'est pas très compliquée. La seule nouveauté, c'est cette question que je n'ai pas trouvée dans très peu de devoirs, c'est-à-dire en changeant la valeur de R. Donc, vous savez bien que ici, en changeant la valeur de R, vous pouvez avoir 3 régimes. Un régime pseudo-périodique, un régime apériodique et un régime critique. Donc pour passer de régime apériodique à régime critique, il faut, on règle la fréquence, la résistance de façon à qu'il n'y ait plus d'oscillation. Donc vous avez au départ les oscillations, vous avez un régime oscillatoire. En augmentant la résistance, le nombre d'oscillations diminue et à un certain moment, il n'y a plus d'oscillation. Et c'est le régime qu'on a ici. Donc c'est ce régime-là. Donc en changeant la valeur de la résistance, on n'a plus d'oscillation. C'est ce qu'on appelle le régime critique. Donc sinon, toutes les autres questions sont vraiment des questions très très classiques. Bon, celui-là, sur la datation, ça a été déjà traité, je crois, en bac 2012. Voilà, je vous souhaite bon courage, bonne continuation et à très bientôt pour le corrigé de la partie chimie de ce baccalauréat. Donc voilà, à plus. N'hésitez pas bien sûr à le partager au maximum avec vos amis.